à reconnaître le moine. Et c'est important. Lorsque vous allez, même sur le plan international, à des rencontres et que vous n'avez pas la posture de chef d'État, il y a des choses qui peuvent vous filer entre les doigts. Il y a justement une question de représentativité. Le président de la République a des frais de représentation, n'est-ce pas? Et donc c'est important, c'est extrêmement important. Vous semblez négliger la chose, vous parlez d'émotion, moi je vous le concède, c'est vrai, mais ce n'est pas de l'émotion, c'est du réalisme. Et ça, c'est important de le dire. Alors, si vous ne voulez pas voir la chose en comparaison avec un mandat ou avec des pratiques données, c'est libre à vous de le faire, mais nous sommes obligés, parce qu'en même temps, nous, on est journalistes et on tient compte de tous ces aspects que vous parlez, que vous traitez de superfétatoire et tout le reste. Mais moi, je pense que c'est important, Joël, et vous devez être d'accord avec moi par rapport à ça. Je sais que tous les Béninois sont d'accord avec moi par rapport à ça. En tout cas, tous ceux qui me suivent. Donc, rassurez-vous pour ça. Nous, on est obligés d'être dans la réalité des choses. Et c'est qui n'est pas fier d'un président qui se présente. Beaucoup de fierté, vous devez l'être aussi quand vous suivez un peu ce que le chef de l'État a pu faire. Le chef d'État sortant, je veux dire, Thomas Boni Yayi, il a rendu officiel ses acquis pendant ces dizaines d'années à la tête du Bénin. Un chef d'État qui a beaucoup apporté pour le Bénin, ça on ne le dit pas et on ne le saura pas si officiellement on n'avait pas eu ces données. Pendant 10 ans d'exercice, jamais l'homme n'a perçu de salaire, ni ses frais de mission, ni même des primes de carburation. Donc la Mabalo, et ça, il le fait savoir en fin de mandat, et diront d'aucuns, comme pour donner aussi montrer la voie à suivre. Quelle voie? Montrer quelle voie à suivre à qui? Moi, j'aurais tellement... En fait, on n'a qu'à laisser ce débat parce que je ne crois pas du tout en ça. Vous ne croyez pas? On ne peut pas pousser très loin l'insulte à un peuple jusqu'à ce niveau. Moi, je dois être très réaliste. On nous a dit que le président a utilisé l'électricité, l'eau, qu'il a payé ça de sa poche, qu'il n'a jamais bénéficié de frais de santé, qu'il n'a jamais bénéficié de véhicules de fonction. Non, soyons réalistes. Moi, je crois que rien n'obligeait le président de la République, n'est-ce pas, à faire pareille déclaration. Ça, c'est vous qui le dites, mais la reddition de comptes, ils en faites quoi? Il a annoncé en début de mandat, en fin de mandat, il présente ce qu'il a comme bien. Ça, c'est à saluer, nous, donc, la Mabalo. C'est ça que vous appelez la reddition de comptes? Moi, j'attends la reddition de comptes sur la gestion effective, n'est-ce pas, du président Boni Yayi. Mais j'espère que le moment venu, on ne nous parlera pas de chasse aux sorcières. Parce que le président Talon a été clair, il y a une différence entre chasse aux sorcières et impunité. Et donc, pour moi, c'est là que j'attends la reddition de comptes. Mais il ne nous reste plus qu'à dire que le président ne bénéficiait pas de... Écoutez, suivez le cortège du président au cours de son mandat. Vous voyez bien des véhicules griffés président de la République avec des plaques officielles. Ça, ce sont des véhicules privés. Donc, le président n'a pas utilisé des véhicules de fonction pendant 10 ans. Et vous croyez en ça? Le président de la République, nous savons là... la fin de son mandat, c'est ce qui a été précisé. Laissez tomber ça. Le président de la République, nous connaissions ce que sa maison était à Tcharo avant qu'il ne soit président, et nous savons ce que sa maison est aujourd'hui. Il a fait aux frais de ses commissions de la BOAD. Vous n'oubliez pas son passé. Bon, okay. Mais c'est ce que le communiqué a dit. Je n'insiste pas, je rapporte quand même un acquis à perpétuer. De toutes les façons, oui. Les instances habilitées à connaître de ce genre de dossier auront apprécié, mais vous devez accepter avec moi que c'est difficilement soutenable. Vous avez vu un peu comment le président, d'où est-ce que le président tire les ressources pour faire ce qu'il fait là et pour faire tout ce qu'il fait? Non, écoutez. Bon, moi, vous n'oubliez pas ses relations avec ses collègues de la sous-région. Bon, apparemment, vous semblez plus informé que moi, mais laissez-moi vous dire que... Nous faisons sur ce que nous avons comme données. Laissez-moi vous dire que moi, personnellement, et ça c'est mon droit le plus absolu, je ne crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Parfait Aoyo, vous qui avez côtoyé l'homme et quelquefois combattu, aujourd'hui, il dit la reddition de comptes qu'il a clamé de tout temps ne doit pas rester un vain mot. Ses successeurs doivent savoir prendre exemple, tout au moins sur ça, n'est-ce pas, à saluer? Oui, je rectifie tout de suite, je n'ai jamais côtoyé l'homme. Vous l'avez d'une manière ou d'une autre, quand je dis côtoyer... Je ne le vois qu'à la télé et, qu'à la télé. Qu'à la télé? Qu'à la télé, je l'ai vu. 10 ans durant. 10 ans durant. Et puis, mon parti n'a jamais travaillé avec lui. 10 ans durant non plus. On l'a combattu 10 ans durant. Je veux parler de Pierre D. Ça, ceci étant dit, quand j'ai suivi ça, je me suis dit, bon ben... on est débouché à l'émairie. Jusqu'à ce point. Quand j'ai lu le communiqué, j'ai dit, voilà, ça c'est nous prendre pour déboucher à l'émairie. J'ai souri, ça m'a fait penser à
un certain ministre, même si c'est une femme des Finances, qui avait dit qu'il n'avait pas de salaire. Je dis c'est dans la continuité. Elle l'a maintenu même après son départ du gouvernement. Tout à fait. Donc c'est bien, c'est totalement bien. Mais ce que je veux, c'est de laisser les instances qui vont apprécier. C'est la Cour, la Chambre des comptes, à la Cour suprême. Vous envoyez le dossier à ce niveau. Vous et moi, on ne peut pas apprécier. Parce que... On n'a promis pas de chasse aux sorcières. Lui, non, il demande la reddition de compte. Vous demandez à ce qu'on envoie le dossier bien. La reddition, une fois qu'il a fait ça, ce qu'on appelle ça déclaration sur l'honneur, il revient aux institutions. Fait des investigations. Des investigations. Pour prouver la véracité. La véracité, pour voir si tout ce qui est écrit est vrai. Et si ce n'est pas vrai, de restituer la vérité. Si on ne fait pas comme ça, les gens vont dire qu'il y a chasse à la sorcière. Ce qui est important, ou chasse aux sorcières. Ce qui est important, c'est de dire que c'est totalement ridicule. Mais le principe demeure qu'il faut faire la reddition des comptes. Et nous demandons cet exercice au nouveau président de le faire. Je suis sûr qu'il va le faire. Nous demandons à tous les membres de l'exécutif de le faire. Et il faut même aller à cette reddition des comptes à un certain niveau de poste de responsabilité. Il faut descendre à un certain niveau de poste de responsabilité, que tout le monde fasse cette forme de reddition des comptes. Mais tel que le spectacle qu'on nous a présenté, ce n'est pas... Il faut pas s'y attarder. Il faut vraiment condamner cette manière de faire, de dire, cette manière de prendre le peuple comme des gens qui n'ont rien compris. Ce n'est pas... Pour moi, j'ai souri seulement, j'ai dit, bon, écoutez, il reste encore quelques jours pour que cette page soit tournée et que les instances habilitées nous disent la vérité. Je ne veux pas commenter si le chef de l'État pendant 10 ans n'a pas mangé, n'a pas bu. Je ne veux pas commenter cela. Je veux seulement dire si ce n'est pas déplacé, s'il est allé à Zémidjan, je crois qu'il n'y a pas de Zémidjan gratuit. Bon, donc il y a des choses qui sont quand même payées et ces fonds sont gérés d'une manière ou d'une autre. Là où on n'a pas eu de précision non plus, on a parlé des fonds secrets, on a parlé de... Le président n'a pas dit ne nous a pas précisé que les hélicos ou les avions, on met du carburant dedans. Il n'a pas dit. Tout ça, je crois que ça se fait gratuitement. Bon, on appréciera. Je crois qu'il ne faut pas trop verser dans... On appréciera, oui, tout un débat qui s'ouvre autour de ce dossier que le chef voudrait quand même plutôt conciliant. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la première partie de cette émission. Avec votre permission, nous allons demander à la régie de nous permettre de souhaiter un bon retour à nos invités que nous retrouverons très très bientôt sur ce plateau de 100% Bénin. Ce sera pour un autre débat, même pour l'instant, la transition pour le dossier du jour. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.
Nous sommes de retour sur le plateau de 100% Bénin. Le dossier du jour est consacré aux idées novatrices agitées ça et là pour booster l'économie du pays et asseoir un développement inclusif. Au-delà des paroles et des belles intentions, quels sont les paramètres à scruter pour espérer voir les fruits tenir la promesse des fleurs? Le nouveau départ a-t-il une certaine chance de pouvoir tirer son épingle du jeu sans crier gare? Les éléments de réponse, c'est dans quelques minutes. Mais avant, je vous propose une nouvelle revue des titres des journaux, toujours en compagnie de Johannes Toanou. Johannes Toanou. Joël Yetonji, à nouveau bonjour. Et merci pour la fidélité. Je vous en prie, quelques confrères nous ont rejoints en chemin. Actu Express d'afficher en manchette, bonne gouvernance au Bénin, urgence de finir avec l'impunité. Les pilleurs et les fossoyeurs de l'économie doivent rendre gorge. Bonne nouvelle, une gouvernance sans opposant. L'autre piège qui attend Patrice Talon, tête à tête avec son homologue togolais hier, avant son investiture le 6 avril prochain, ce que Patrice Talon et Foria Singbe se sont dit. Défi info, népotisme, régionalisme, corruption, un nouveau départ s'impose à la douane béninoise. Au nom de la rupture, Talon doit assainir l'administration douanière. La boussole, le 6 avril 2016, date inédite au Bénin, dans la vie de deux ennemis, tête à tête entre Boniyahi et Patrice Talon. La guérite, Talon en visite au Togo hier, fort invité à l'investiture du 6 avril au Bénin. La Nation, première déclaration de Patrice Talon après les résultats provisoires, une gouvernance ayant pour principal socle la compétence. La Nouvelle Tribune, entretien exclusif avec l'honorable Fikara au sujet de la présidentielle 2016. Talon a gagné grâce à Ajavon, avec qui nous avons vaincu le PRD. La presse du jour, entretien avec Saka Fikara au sujet de la présidentielle de 2016. Le président Talon a gagné grâce à Ajavon. Avantage lié à la fonction de président de la République. Yahi bluffe les Béninois. La tribune de la capitale, Maître Djogbenou, sur Soleil FM à propos de l'après-Boni Yahi. Impunité n'est pas égale à chasse aux sorcières. L'authentique. Bonne gouvernance sous Boni Yahi, Gustave Despaux-Sonon, un acteur de premier plan. Le matin, pour éviter tout amalgame, il faut payer les salaires à Yahi. Le potentiel des centres du ministre d'État public sur le site de construction du pont d'Atiémé, Gustave Sonon satisfait de la réalisation des travaux. La cérémonie d'inauguration du joyau est prévue pour demain. L'économiste, crédit de la Banque mondiale au Bénin, 29 milliards de francs CFA au tourisme. Les pharaons invités sur l'émission Le Grand Rendez-vous de Soleil FM, Joseph Djogbenou explique les dessous de la victoire de Patrice Talon. Matin libre, politique nationale, Candide Azanaï ou le faiseur de roi. Nord-Sud quotidien, nouveau départ, le CIPB prête à accompagner Talon. Éliminatoire Cannes, tout sur la victoire 4-1 des écureuils. Soleil levant, score écrasant du candidat de la coalition de rupture dans la commune de Soava. Le CA Ismaël Zola remercie ses militants et félicite Patrice Talon pour sa brillante élection. Éliminatoire Cannes Gabon 2017. Les écureuils du Bénin rééditent l'exploit face au Soudan du Sud. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue de presse pour le compte de ce mardi. Merci à vous, Johannes Toanou. À présent, place au dossier du jour, mais avant, un tour à la régie. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour, réorganisation de l'État sous la bannière de la rupture. Quelle démarche
pour un développement inclusif. Pour en parler, j'ai sur ce plateau Togbe Syriac Agongpaon, politologue, spécialiste du management public territorial, expert en aménagement du territoire et développement régional. Togbe Syriac Agongpaon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai également sur ce plateau donc Lama Balo, le directeur de la radio Soleil FM. Donc Lama Balo, merci d'être resté pour la suite du débat. C'était un plaisir. De l'euphorie à la déception, la transition malheureuse est vite effectuée si l'on y prend garde, dit-on. Alors, Togbe Agongpaon, vous faites partie de ceux-là qui, à travers le tweet, ont donné l'alerte. Il faut rester vigilant. L'alerte doit se poursuivre. Absolument, monsieur le journaliste. Je profite pour dire bonjour à monsieur Doncla Mabalo, que j'ai souvent entendu et vu à la télé, sans le voir face à face. Bonjour, dans l'occasion. Voilà, donc je ne peux pas continuer sans dire bonjour et le féliciter pour tout ce qu'il fait. Chaque fois que les gens prennent leur temps pour éclairer les Béninois, c'est gratuit généralement et c'est souvent un plaisir de rencontrer d'éminents journalistes comme lui et vous aussi. Oh, merci. Écoutez, vous voyez, depuis 1960, l'intention de nos dirigeants, c'est toujours de développer. Est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un qui a dit « moi je prends mon mandat pour ne pas développer ». Donc c'est devenu un discours auquel nous sommes habitués. Nos dirigeants, ils s'abstiennent souvent de nous dire comment est-ce qu'ils vont développer et quels sont les moyens de contrôle de cette action publique qu'ils nous donnent. Vous voyez, c'est pour ça, vous m'excusez, quand un président arrive, bon, nouveau départ, rupture, la nouvelle conscience, moi je me dis, prions Dieu que ça ne soit pas résumé au discours. Il est temps maintenant qu'on nous dise, développer oui, voilà comment je vais développer. Et quand on analyse un peu notre organigramme depuis 1960, c'est un organigramme pour qu'on soit toujours dépendant de notre colonisateur. C'est un organigramme pour que dans 40 ans encore, qu'on soit, je ne sais pas, pas une préfecture, parce qu'une préfecture de la France est encore plus heureuse que le Bénin. Un organigramme anti-développement. Bon, on ne va pas le dire de manière crue comme ça, mais tout est mis en œuvre pour qu'on tende à jamais la main aux investisseurs et qu'on reste toujours sous la coupole de la France. Donc le premier chantier, pour que le rêve soit accompli, il faut révolutionner, non pas tout reprendre, il faut toujours, avant d'aller reprendre, évaluer ce qui est là. C'est moi qui ai fait un travail, et d'autres peut-être. Il faut que le gouvernement actuel, et je suppose, M. Doncla Abalo a toujours parlé comme étant un fort soutien à ce régime. Peut-être il va nous dire tout à l'heure s'ils ont fait ce travail d'évaluation, de diagnostic de l'organigramme qui est là et de voir réellement si, avec cet organigramme, on peut continuer. En tout cas, alors, vous pensez qu'au niveau de cet organigramme, il y a à revoir. Vous voyez, quand on prend aujourd'hui, quand on évalue un peu la décentralisation sur les 12 années, on a compris que ça a fait sombrer certains territoires. Développer d'autres quand même. D'autres ont un peu bougé. Voilà. D'autres ont un peu bougé. Mais pas encore le développement. Parce que 10 ans dans la vie d'un territoire, c'est énorme. 1 minute dans votre vie, dans ma vie, c'est énorme également. On doit plus s'amuser avec le temps, surtout. Et donc, on a remarqué que les territoires qui font semblant de bouger, d'autres ont démissionné carrément, à part que l'appareil dirigeant est là. C'est l'État central qui essaie d'aller faire un saupoudrage de projets pouvant permettre d'équiper ces territoires-là. C'est l'État central qui va juste saupoudrer. Donc il y a une inégalité généralisée actuellement. Alors il faut pouvoir mettre en place un organigramme qui permet d'abord à la collectivité d'évaluer les impacts que l'État, d'évaluer l'impact de l'action publique diligentée par le pouvoir central. Et il faut aussi que le pouvoir central continue un organigramme pour pouvoir réellement booster le territoire. Sinon, on ne pourra, dans 5 ans encore, on risque de dire regret. Or, le président Talon
n'a pas le droit à l'échec. Le président Talon n'a pas droit à l'échec. Donc, droit à l'échec. Lamabalo, oui, le technicien parle d'évaluation de l'existant afin de s'assurer d'impacter réellement le développement. Mais c'est tout à fait normal. Hein. Moi, je crois que c'est la démarche qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas prendre le pays dans un état sans faire l'état des lieux. Et c'est sûr que tous les candidats qui ont proposé un projet de société sont partis d'un constat. Forcément. Et là, nous allons constater que dans l'élection de M. Patrice Talon, il y a eu une conjugaison de plusieurs projets de société, une conjugaison de plusieurs forces politiques et économiques. Donc les gens savent très bien ce qu'ils ont à faire. C'est vrai que personne ne prend le pouvoir sans parler de développement, puisque nous aspirons à de meilleures situations pour les uns et les autres. C'est pour ça qu'il y a des candidats. Ce n'est pas une obligation. Les gens ont le temps de proposer un programme, de proposer comment ils doivent exécuter leur programme, de dire ce qu'ils vont faire réellement. Sur ça, on peut tomber d'accord et dire que l'état des lieux est quand même fait. Nous connaissons les problèmes de notre pays. J'ai l'habitude de dire qu'on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Il suffit aujourd'hui d'aller directement à la résolution des problèmes connus et des diagnostics déjà faits. Nous avons souffert pendant des années d'un certain manque de volonté politique. Il y a des questions simples sur lesquelles nous avons les solutions, mais personne n'ose aller à l'action. C'est en cela qu'il faut faire une différence. Et donc, moi, je ne parle pas au nom d'un régime. J'analyse les faits, des fois avec tout le détachement qu'il faut, mais des fois également avec une certaine passion, parce que c'est ma conviction personnelle. Et donc, comme vous l'avez dit, M. Patrice Talon n'a pas droit à l'erreur. C'est pour ça que nous devons l'accompagner, parce que s'il échoue, ça va être l'échec d'une classe sociale, ça va être l'échec d'une génération. Voilà. C'est pour ça que nous, on est obligés au début de lui faire confiance, mais en même temps de faire la veille. C'est important parce qu'aujourd'hui, et je suis sûr que vous l'avez remarqué avec moi, ces élections ont révélé une maturité de notre peuple, une certaine veille citoyenne, et ça doit pouvoir continuer. C'est pour ça que nous sommes là toujours à espérer, parce que on ne peut pas ne pas espérer pour le pays. Oui, pour espérer pour le pays et que l'espoir ne soit pas vain, Syria Kagombaou, à quel chantier pensez-vous qu'il faut très rapidement s'attaquer? Mon éminent journaliste vient d'aborder une question que je n'ai pas souvent partagée avec les hommes politiques. C'est la question du projet de société. Vous savez, la définition toute simple d'un projet de société, c'est un ensemble de projets de territoire. Et quand on parle de projet de territoire, ça veut dire que je ne connais pas votre origine, ni l'origine de M. Lamabalo, mais vos territoires doivent se retrouver là-dedans. Et si vous vous identifiez à travers votre territoire, c'est que vous devez vous retrouver dans le projet de société de votre territoire. Et donc c'est cet ensemble que M. le respectable ami Patrice Talon est appelé à gérer depuis Cotonou. Alors, quelle est la part sur elle à mettre, à installer pour que chacun de nos territoires se retrouve dans ce qu'il fait à Cotonou? C'est le problème qui se pose. Alors, pour le faire, ce n'est pas l'organigramme gouvernement-territoire qui fonctionne, non. Il doit avoir une structure au milieu pour être le relais efficace. Je prends un seul exemple. Entre-temps, sous le président Yahi, c'était mon ami Nogbessi qui était ministre. Un soir, j'avais rendez-vous avec lui brusquement. Il m'appelle, il dit bon, qu'il est en train d'aller à Nati Tengu en urgence parce que le chef de l'État vient de décider en conseil qu'on va organiser les fêtes du 1er août à Nati Tengu. Et donc, il va là-bas avec toute l'équipe pour pouvoir penser à ce qu'on doit faire pour que la ville de Nati Tengu soit attractive pour cet événement. J'ai dit, mais comment ça? Vous étiez scandalisé. En principe, une structure devrait exister. Et quand le président a ambitionné d'équiper brusquement Nati Tengu, on doit questionner cette structure. Vous aviez fait un travail en amont là. Quelles sont les urgences pour Nati Tengu? Et donnez-nous le coût en 2 heures maximum. C'est un technicien qui monte. Non. Ils ont couru, ils ont laissé un boulot à Cotonou. Ils ont couru un risque. Moi, je pense surtout l'aspect risque. Parce qu'on a besoin de tous les Béninois pour travailler. Alors, on fait bouger les gens. Vous voyez la vitesse? Peut-être même que le président leur a dit que lui serait à Nati Tengu. Donc, ils vont rouler 1000 à l'heure pour être à Nati Tengu. Donc, il y a ce dispositif déjà qui manque pour des actions
vraiment judicieuse et fructueuse au profit de nos territoires. Il a parlé de projet de société. Il a sorti une expression que j'ai aimée, le diagnostic. Le territoire est comme vous. Je crois que vous ne pouvez pas aller vers n'importe quel médecin pour vous soigner. Vous allez d'abord vous poser la question de savoir, est-ce que toi tu le connais? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il fait ci? Vous aussi, si vous devez aller chez un ophtalmo. C'est comme hier, j'ai déconseillé à quelqu'un d'aller dans un centre ophtalmologique parce que tous les patrons que j'ai connus dans ce centre-là deviennent aveugles. Or, ils sont appelés à soigner nos yeux. Donc, le territoire est comme un être vivant qui n'est pas spécialiste, ne doit pas engager des actions au profit de nos territoires. Donc la question de spécialité... Et vous avez la réponse. La question de compétences. Exactement, la question de spécialité se pose. Mais nos projets de société, effectivement, il faut partir d'un constat, comme il a dit, mais il faut faire ce qu'on appelle diagnostic territorial. Savoir le réel problème du territoire. Tous nos candidats, je les salue pour le travail qui est fait, parce qu'ils ont énormément déboursé leur maigre ressources. Ils n'ont pas bénéficié de ressources de l'État, à ce que je sache, pour monter ce qu'ils appellent projets de société. Mais permettez, M. Jeunesse, que je dise que ces projets de société ont en quelque sorte zoomé sur la généralité. Il y a la partie spécifique qui est propre à chaque territoire. Et quand vous appelez, par exemple, quelqu'un de Matéri, il doit pouvoir vous dire « je me retrouve là-dedans ». Essayez de me répondre à une seule question. Est-ce que Matéri peut nous dire ce qui lui revient dans le projet de société de tous nos candidats et en particulier de notre nouveau président élu? La réponse est non. Donc, pour parfaire tout ça... Pour parfaire tout ça, il faut renvoyer une équipe pluridisciplinaire et complémentaire au niveau des quartiers. Et c'est là, je vous félicite, j'avais animé une émission avec vous et on a dit que le développement d'un État se mesure à partir des quartiers. Tout à fait. Et ça a fait que, bon, le président... Koupaki a reformulé rapidement son discours. J'ai vu plein de candidats se sont alignés. Je les félicite. Ça veut dire qu'ils écoutent, ils donnent de l'intérêt, ils donnent du crédit à nos émissions que nous faisons. Donc, il est important. Si moi j'ai quelque chose à conseiller au président Talon tout de suite, c'est que tout ce qu'il a en priorité, je ne sais pas. Mais il n'a qu'à nous permettre d'envoyer une équipe sur le terrain. Fait un mois, une équipe qui va définir réellement ce qu'elle va faire sur le terrain. Et pendant un mois, on va redemander à mon grand-père au village ce qu'il souhaite pour le village d'Ado. On n'a pas beaucoup de temps là. Non, non, ce n'est pas une question de beaucoup de temps. Si on ne le fait pas au début, on risque de bancaliser toute l'action publique territoriale qui arrive. On va essayer de travailler, d'impacter certaines localités et la correction de l'inégalité territoriale ne sera pas abordée. Donc, Amabalo. Voilà. Ben, je serais d'accord avec vous si on avait, par exemple, un peu comme Benin Lafia 2025, qui est théorique. Oui, justement, qui est théorique, je serais d'accord avec vous si chaque président venait faire un pan d'un projet de société qui existe sur 20, 30, 40, 50 ans. Ouais, voilà. Je serais d'accord avec vous. Mais pour un président qui a un mandat de 5 ans à faire, le Matéri n'a pas les mêmes problèmes que Cotonou, ni Porto Novo et tout le reste. Le diagnostic dont nous parlons tous les deux, moi je suis d'accord par rapport à ça, mais il y a aussi que dans un projet de société, le président définit quelles sont ses priorités. Et pour M. Patrice Talon, vous savez très bien, ses priorités, ce sont d'abord les réformes politiques. Et c'est ça qui est important. Il faut l'accompagner, n'est-ce pas, pour que ces réformes réussissent. Parce que si ces réformes ne réussissent pas, il trouvera sûrement l'alibi pour ne pas faire certaines choses ou pour se maintenir. Et c'est là où je dis que nous devons faire la veille. Et en même temps que nous soutenons le président dans ces différentes réformes, nous devons pouvoir faire la veille pour lui permettre de ne pas faire ce qu'il veut. Alors, ce qui est certain également, c'est quoi? C'est que lorsque vous parlez de projet de société, vous savez qu'aucun candidat ne peut vous présenter un projet de société dans tous les moindres détails. Moi, j'ai travaillé aux côtés du candidat Sébastien Germain-Javon, mais je sais que ce qui a été présenté au public était présenté sur une trentaine de pages, alors que le projet même faisait plus de 200 pages. J'ai eu la possibilité de rentrer dans l'intelligence de ce projet, je sais de quoi il s'agit. Donc, on ne peut pas vraiment le présenter à l'électorat. Mais les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et penser ce qu'ils veulent. Mais je crois que pour ces élections que nous avons eues, le projet de société a quand même compté un peu. Les gens sont allés expliquer les ambitions qu'ils ont pour le pays. Et c'est déjà un pas très important pour moi. C'est vrai que nous sommes, je peux dire, au début d'une expérience démocratique. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait.
Donc on va espérer simplement que pour les fois à venir, on ait des projets beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis et surtout qu'on fasse la veille. Ça, je reviens surtout sur ça parce que si nos dirigeants n'ont pas l'impression qu'ils sont suivis dans chaque acte qu'ils posent, ils auront un certain laxisme que nous pourrons constater et dénoncer. La dette intérieure du Bénin, le candidat, aujourd'hui président, l'a présenté, c'est une dette colossale. Et là-dessus, comment fait-on pour un pays qui vraiment a une économie essentiellement fiscale? Comment peut-on s'y prendre pour éviter de tomber dans un autre piège? Permettez, monsieur, avant d'aller vers la dette intérieure, s'il est permis de retourner... Tout à fait, très rapidement. Mon éminent journaliste a dit qu'il ne faut pas permettre au président de faire ce qu'il veut. C'est bien ça, hein? Bien sûr. Pour ne pas permettre au président de faire ce qu'il veut, qui ne doit pas lui permettre? C'est vous et moi, c'est nos populations. Il faut leur remettre un outil en main. Cet outil... Les populations ont besoin d'un outil. Cet outil, pour ne pas permettre au président de faire ce qu'il veut, cet outil pour qu'Ami Kous, à mi-chemin, demander des comptes au président. La vraie évaluation de l'action publique, oui, c'est nous, population. La vraie évaluation de l'action gouvernementale, c'est nous, population, à travers nos députés. Mais en réalité, nos députés devraient aller nous voir pour qu'on leur dise comment est-ce que nous avons évalué cette action-là. Alors donc, il manque quelque chose. Il manque un agrégat à remettre dans les mains. Il faut un projet de société, un projet, pas de société, un projet de territoire chiffré, afin de permettre à chaque localité de dire, bon, écoutez, dans vos 1500 milliards que vous voulez dépenser à Cotonou, il y a 5 milliards qui reviennent à ma collectivité territoriale. Alors donc, comment l'utiliser? Quelles sont les échéances pour que mon territoire puisse en bénéficier? Tant que ce document ne va pas exister, et on ne pourra réellement pas demander des comptes à un gouvernement. Maintenant, par rapport à la dette intérieure, il est tout à fait normal. Le souhait du président Patrice Talon, c'est de réinjecter les ressources dans l'économie nationale. Mais il n'a qu'à faire très attention. Il y a eu assez de dépenses. Je ne vais pas dire mauvaises dépenses, je ne vais pas dire détournement, mais il y a eu assez de dépenses inintelligemment pensées. Vous voyez, aujourd'hui, l'État n'a pas une bonne politique pour reloger son service public, par exemple. C'est des loyers énormes à payer. Des bâtiments qui ne répondent même pas au fonctionnement d'un service public. La configuration d'un bâtiment qui doit héberger un service public, ce n'est pas la même configuration qu'un bâtiment à usage d'habitation. Mais on a loué des trucs à des fonds énormes pendant que l'État devrait disposer de ces infrastructures à lui. Vous voyez, donc il revient au président, avant d'aller parler de la dette intérieure, de nous aider à régler la question du foncier pour qu'il va payer maintenant la dette intérieure, relative surtout au logement des services de l'État, mais il faut qu'il arrête. C'est-à-dire, ça fait partie des trucs, il doit prendre un décret pour dire, écoutez, il crée l'incident, je n'aimerais plus voir mon administration être logée dans un bâtiment privé. C'est possible aujourd'hui, donc là, dans les conditions actuelles? Moi, il faut faire l'état des lieux. Pour moi, c'est important parce que c'est vrai que nous avons beaucoup de services administratifs qui sont logés dans des bâtiments privés et des bâtiments, tenez-vous tranquille, appartenant à des responsables de l'administration. Et ça, nous l'avons remarqué. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là justement parce que nous avons eu beaucoup de ministères. Nous avons eu des dénominations les plus bizarres possibles en matière de ministères. Voilà, je ne veux pas donner d'exemple, mais des directions techniques qui sont devenues des ministères. Et moi, je suis certain d'une chose, c'est quoi? C'est que si le président arrive à faire des économies en réduisant le nombre de ministères, nous sommes en train d'apprendre qu'on aura sûrement 16 ministères, donc il y a une réduction sérieuse du nombre de ministères, donc on a fait des économies. Forcément. Et ça peut permettre, n'est-ce pas, de régler la dette intérieure. Enfin, c'est vrai que c'est 300 milliards, c'est beaucoup. En même temps, je me surprends lorsque j'entends 300 milliards parce que par ailleurs, un ministre des Finances nous avait dit que le Bénin n'avait pas de dette intérieure. Ça a suscité beaucoup de débats. Les opérateurs économiques à l'époque ont réagi pour dire non, mais c'est faux, il y a une dette intérieure. Donc si le président Patrice Talon lui-même, connaissant très bien le monde des affaires, pense régler la question de la dette intérieure, pour moi, c'est une question fondamentale parce que ça va permettre désormais de
faciliter les activités économiques à l'intérieur du pays. Tenez-vous tranquille, lorsque nous avons des opérateurs économiques à qui l'État paye les dettes, eh bien, les opérateurs économiques en question peuvent faire relancer l'activité économique et incidemment créer des emplois. Pour nous, c'est important. Si l'activité économique n'est pas relancée, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de vie économique, il n'y a même pas de vie sociale. Donc c'est important de régler les questions de dette. Un pays qui n'est pas un pays crédible et qui doit encore à qui? À ses nationaux. Je trouve que ce n'est pas normal. Donc moi j'encourage le président à régler la question de la dette intérieure, que les opérateurs économiques aient les moyens de relancer leurs activités et vous allez voir qu'on va mieux se développer. Vous allez voir qu'on va respirer mieux et il y aura un certain espoir. Je n'ai pas 300 milliards, ce n'est pas beaucoup pour un État, je pense, hein, à moins de me tromper, mais pour un État qui veut relancer son activité économique, 300 milliards c'est beaucoup et c'est pas beaucoup du tout. Il faut faire des économies, c'est tout. La réduction du train de vie de l'État, il faut acheter moins de véhicules, il faut économiser l'énergie électrique, il faut créer moins de ministères, il faut créer moins de directions techniques, il faut réduire les voyages, il faut. Et donc c'est possible. Lorsqu'on sait le mot dont on souffre, on en guérit plus facilement. Et là, vous ne trouvez pas qu'on est sur la bonne voie? On est sur la bonne voie, mais quand le président Patrice Talon parle de dette intérieure, il aura d'autres formes de dette. Est-ce qu'il est au courant que pendant qu'il était en New Cliff, il y a eu un nouveau mode de financement de l'action publique qu'on a inventé dans notre pays, qu'on appelle le PPP. En fait, il y a 3 modes pour financer l'action publique. Soit c'est sur fonds propres, soit vous tendez la main aux investisseurs, ou c'est le PPP aux investisseurs, je vais parler des PTF, ou c'est le partenariat public-privé. Et c'est en vogue actuellement, tous les chefs d'État. C'est un concept qui prometteur. Tout à fait, mais il faut un cadre juridique, un cadre légal bien tracé. Actuellement, en cas de contentieux, le Bénin ne dispose pas de cadre légal pour pouvoir aborder cette question-là. Parce que c'est aussi quand même des marchés publics. Tout à fait. On nous a fait croire, comme on suppose qu'on n'est pas du tout intelligent au Bénin, on nous a fait croire que le PPP est un autre mode, ce n'est même pas les marchés publics. Écoutez, c'est des marchés publics qui nécessitent un contrôle, qui doivent suivre le même processus de passation de nos marchés ordinaires. Si le président Patrice Talon continue de dire qu'il va payer les dettes intérieures, qu'il sache que les gars applaudissent déjà dans l'homme qu'il a approuvé ce qu'il doit faire. Moi, je l'invite, à partir du 7 avril, ce qui est bancal selon moi, un président élu, déjà peut, à partir de maintenant, émettre son point de vue sur tout ce qui se passe. Il peut déjà, vous voyez, même des nominations samedi dernier, on en aura encore cette semaine. Oui, des cadres qu'on a promus à des niveaux. Tout à fait. Je dis souvent maintenant qu'on est dans un no-man's land. C'est vrai que le président actuel dit qu'il va poser des actes jusqu'au 5 avril, mais il faut que ça soit... Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est bon à sérieux? Il est toujours en fonction. Non, écoutez, c'est pas sérieux. Il y a il faut que les constitutionnalistes nous aident à régler ce problème. Pour moi, dans une république qui se veut efficace, dans une république réellement démocratique, pour ce que je sais des sciences politiques, le président il doit côtoyer le sortant pendant quelques jours. Est-ce que nos tests l'ont prévu? Déjà, tel que les élections sont faites, on n'a même pas le droit d'opérer des recours. Parce que le temps est tellement serré, vous serez en train d'espérer qu'on analyse vos recours, que l'élection soit purgée de tout recours, et l'autre aurait prêté serment de l'autre côté, comme on en a connu pour le deuxième tour. Tout ça participe aux réformes à faire. Oui, il est important de faire ça parce que là, il peut dire, ben, écoute, laisse-moi la main. Si on lui nomme, on peut même lui nommer des secrétaires généraux le 4 avril. Pendant qu'on sait qu'un secrétaire général de ministère, il doit, si les trucs n'ont pas été en temps bancalisés, il doit avoir un mandat. Mais si on lui nomme tous les secrétaires généraux et tous les ministères le 4 avril ou le 5 avril matin, vous voyez, vous pensez que c'est sérieux? Donc, normalement, on doit créer d'abord un no-man's land. C'est pas que le pays est sans États, sans dirigeants. Mais on saura que les points de vue pour diriger l'État pendant 15 jours sont au moins harmonisés par l'entrant et le sortant. Bon, ça, c'est un autre débat. J'attends une réflexion très importante. Avant de vous donner la parole, oui. Donc, Mabalo, on perd souvent ces aspects, effectivement, de vue. Le chef de l'État, ça se chante à longueur de journée, puisqu'il est encore là. Oui, libre à lui de poursuivre les dossiers de l'État. Et le chef de l'État vient de poser d'autres actes et d'autres viendront en plus. Je suis complètement d'accord avec vous. Parce que le président sortant ne peut pas engager le président entrant sur certaines choses, surtout sur des choses qui engagent l'État.
il y a des décisions très importantes. C'est comme la dernière fois, au dernier Conseil des ministres, j'ai suivi une décision qui m'a paru bizarre. Le président de la République, avant la fin de son mandat, donne des instructions pour qu'on change, par exemple, les commissaires au niveau de la Commission nationale de gouvernance. Parce qu'il dit qu'il est toujours en fonction. Au niveau de la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Mais c'est une instance internationale et on ne peut pas changer les commissaires tant qu'on n'a pas fait le point au niveau des instances continentales et qu'on n'a pas formulé un nouveau programme pour le MAEP. Qu'est-ce qui presse? Ça veut dire simplement que le président a envie de caser les siens avant de partir. Vous avez vu les conditions dans lesquelles on a fait certaines nominations. Je ne veux pas revenir sur ça et tenez-vous tranquille. On aura encore des nominations qui vont venir mais, à la veille même de la passation de service parce que le président a envie de caser certains avant de partir. Et ça aussi, c'est quoi? Pour moi, c'est le manque de patriotisme parce que quand vous aimez votre pays, vous ne l'engagez pas sur certains terrains. Regardez le décret qui a été signé, contresigné par le Premier ministre et le ministre des Finances, qui fait un décret qui fait des rappels sur 10 ans à des fonctionnaires qui ont occupé des postes administratifs. Vous pensez que dans un pays aux ressources limitées, on peut faire des choses comme ça? Et donc, moi, je suis complètement d'accord avec vous pour dire que des actes ne peuvent pas engager le président élu. C'est pour ça que, puisque nous sommes effectivement dans un no man's land, dans cette période-là, il faut que les deux présidents, et le sortant et l'entrant, ne serait-ce que pour quelques jours, puissent travailler ensemble pour que dirige le pays, oui, pour que la passation ait lieu, non seulement dans les actes, mais aussi dans la réalité, dans les faits, pour que le nouveau président n'ait pas de difficulté à prendre les marques. Ça, on gagne du temps. On gagne de l'énergie, on gagne de l'argent et on pense au pays. Moi, je pense qu'il faut penser finalement à notre pays. Si on aime ce pays, pourquoi est-ce que, alors qu'on est en train de partir, simplement, on prend des décisions pour compliquer la tâche à son successeur? Et quand je pense que le président Boni a dit par ailleurs qu'il compliquerait la tâche à son successeur, je comprends de mieux en mieux certaines pratiques. Ça, c'est du passé. Mais non, ce n'est pas du passé, c'est important. Il faut qu'on arrête de prendre des décisions qui engagent le pays à quelques jours de la fin de son mandat. C'est pure logique ce que je dis. Et monsieur Agon, oui, on est d'accord sur ça. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Vous savez, changer de fusil d'épaule. Non, non, c'est très important. Parce que par rapport au PPP, il parle de dette extérieure, de dette intérieure de 300 milliards. Est-ce qu'il sait ce que les PPP... Moi, je préfère même qu'il ne s'engage pas par rapport aux dettes intérieures. Il y a des structures compétentes. Il y a des structures non, il va payer l'administration de continuité. Mais il y a des structures compétentes qui sont là pour analyser les dettes. Mais bon, qu'un président s'appesantit sur ça tout de suite, et si j'ai l'occasion de le rencontrer, on va dire c'est de grave erreur. Parce que les PPP, il ne faut pas qu'ils les entérinent. Si ce que je disais, que vous avez bien perçu par rapport donc à la gestion au duo, qui doit diriger pendant quelques 15 jours ou un mois, empêcher le gouvernement sortant de prendre certaines décisions pouvant engager, mais écoutez, il pouvait dire ne faites plus de PPP. Parce que le président Talon, comme eux tous d'ailleurs, disait qu'ils vont faire la promotion des entreprises, des PME locales. Oui. Ils vont travailler sur le chômage-emploi des jeunes. Là où je reste sceptique par rapport aux sociétés de secteur, tout le monde veut régler la question du chômage des jeunes, mais par quel mécanisme? Quel est le mode d'emploi? Personne ne nous dit rien. Vous voyez? Donc, la question, les PPP hypothèquent l'avenir des PME locales parce que... Comment ça? Tout à fait. Les PPP là ne se font pas, se font rarement avec la puissance locale. C'est des puissances étrangères. On va nous amener des Chinois, on va nous amener des Égyptiens, on va nous amener des Tunisiens, des Marocains. Mais nous, on n'a pas d'entreprise locale. De l'adaptation. On essaie de saupoudrer. De l'autre côté, ça, c'est par rapport à la promotion des PME. On va promouvoir les entreprises locales. Le PPP actuel, hein, okay. En attendant qu'on repense le PPP, que le cadre légal soit bien défini et que les spécialistes de gestion des PPP, un PPP, c'est pas le président de la République qui apprécie un PPP. Entre celui qui vient avec son projet, entre l'intention de l'État, celui qui veut l'aider à nourrir cette intention, qui est le partenaire privé, il y a une équipe technique qui doit analyser. Ce n'est pas un gugus de conseil technique d'un ministère qui va analyser l'intelligence qu'il faut pour un PPP, pour que ça soit réellement un partenariat gagnant-gagnant. Il faut des gens bien formés pour ça. Ça, c'est une science à part, le PPP. Alors donc, déjà, le PPP met en porte-à-faux l'avenir des entreprises locales. Le PPP aggrave leur intention, hein, ou carrément reprend leur intention de faire la promotion de la décentralisation des jeunes, la question du chômage des jeunes
Eux tous, ils veulent créer de l'emploi à travers les PPP actuels. Vous voyez, avec les Chinois, ils utilisent combien de Béninois? Ils viennent avec les travailleurs de leur pays. Donc, à travers les PPP, si on n'arrête pas tout de suite, j'aimerais que le président Talon tout à l'heure fasse un communiqué pour, s'il n'a pas encore rencontré le président Yaïboni, qu'il lui dise bon, d'arrêter de signer encore des contrats PPP et qu'il remet temporairement, pas peut-être remettre en cause, qu'il trouve une formule diplomatique pour dire, de lui permettre de repénétrer tout ce qui a été déjà signé comme PPP, parce que ça rend rigide la trésorerie pour les prochaines années. Et donc, je vous rejoins quand vous dites que le président, je l'ai écouté aussi, le président Boni Yayi a dit qu'il va rendre la tâche difficile à son successeur. C'est déjà un indicateur. Parce que on a peut-être engagé, quand on entend PPP, et c'est un projet, le partenariat public-privé, vous n'avez pas sorti l'argent tout de suite. Donc, des fois, on est tenté de sous-estimer sa capacité réelle à financer les politiques publiques. Comme c'est PPP, quelqu'un arrive, on prend. L'autre arrive, on prend, et on se rend compte que, mais attention, je ne peux même pas payer ces dettes-là. Quand on n'arrive pas à payer les dettes-là dans un pays, qu'elles sont faites? Voilà que l'obligation est faite à travers les lignes budgétaires de payer les dettes, de payer les salaires, mais à un moment donné, vous payez les dettes pour éviter les contentieux avec l'international, avec ces partenaires qui arrivent de partout, et la Fonds sociale nous attend, qui ont un service juridique et un service d'analyse financière plus pointu que nous, nos conseillers techniques qui se réunissent. Je veux dire au passage que pour qu'ils réussissent sa mission aussi, ce n'est pas conseiller technique dans tous les ministères. J'ai souvent l'habitude de suggérer, il faut une équipe d'experts avérés, compétents, qui fera l'interface entre l'État et ces investisseurs qui arrivent, va analyser. Ce n'est pas tous les projets qu'on accepte, ce n'est pas tous les financements qu'on accepte, ce n'est pas tous les investissements qu'on accepte. Il y a des projets qu'un État sérieux doit pouvoir refuser quand ses intérêts ne se retrouvent pas là-dedans, ne sont pas préservés. Vous voyez, mes amis, là en train de réfléchir, nos fonctionnaires qui, par manque de formation, ou des formations qui ne sont pas... Il n'y a pas un plan de formation, il n'y a pas adéquation de la formation avec sa formation initiale, les prérequis. Vous les voyez aller se faire former aussi, je l'avais dit sur votre radio, qu'il faut qu'on fasse des économies à partir donc de la limitation des missions à l'intérieur et à l'extérieur. Tout ça, c'est des dispositifs. Donc, il n'a qu'à faire attention par rapport à ce PPP. Ils ont créé déjà deux problèmes. Ils ont évincé les entreprises locales et ils ont hypothéqué l'avenir des jeunes. Donc, il faut qu'il leur demande d'arrêter pour que s'il arrive, qu'il n'aille pas payer des dettes sur cette affaire, parce qu'il y a le coefficient financier qu'il faut qu'on analyse. À partir du coût réel du projet, bon, nous on n'a pas l'argent à donner, l'État bénin n'a pas l'argent à donner, il faut que l'investisseur aille voir, le prestataire privé aille voir une banque. Alors, sur combien de temps? Quel est le taux? Est-ce que le taux n'est pas énorme? Parce que ces gars super financiers, ils ont pu peut-être nous jouer à partir des chiffres de l'intérêt qui doit s'ajouter au cours de l'opération. S'il leur dit, bon, je vais payer les dettes intérieures, d'ailleurs, on va applaudir que voilà, le cher président que le Bénin a bien voulu placer, et il entérine tout ce qu'on a eu à faire. Ah non, il n'y a pas entériné. Chasse aux sorcières et tout. Moi, ils ont rectifié déjà le dimanche. J'ai vu le professeur Diogouinou qui a dit c'est pas à confondre avec une tolérance dans tout ce qui a été fait. Tout État, tout organe succédant doit pouvoir faire l'état des lieux, prendre les décisions qui s'imposent, sanctionner. Sinon, on va toujours croire que bon, on fait état des lieux, on range les documents, on fait des audits, on range les documents. Et il ne faut pas aussi, j'entends dire audit international. Ce qui se passe à l'international, c'est toujours vous et moi qui nous retrouvons là-bas pour faire auditeur international, expert international pour d'autres pays. Qu'on sache que les compétences, ils sont au Bénin. Là. Donc, à Babalo, oui, le cas chantier de l'Assemblée à défricher est quand même vaste. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que je fais partie de ceux qui pensent que chez nous au Bénin, il y a des compétences qu'on peut utiliser. C'est le leadership qui a manqué à un moment ou à un autre. Et donc, avec le changement de leadership, on peut faire confiance à nos cadres et les utiliser à des responsabilités. J'encourage le président Patrice Talon à payer la dette intérieure. C'est très important parce que lorsqu'une dette est engagée, elle doit être réglée. C'est vrai qu'on peut venir faire le point des engagements des uns des autres. Est-ce que ce que l'État doit est vérifié? Est-ce que le travail pour lequel l'État doit a été fait?
Est-ce que, et si on a les réponses à tout ça, il faut payer la dette intérieure. Il faut régler les opérateurs économiques qui ont fait des prestations à l'État et qui n'ont pas été payés depuis des années. C'est une promesse du président Talon et moi je l'encourage à tenir cette promesse-là pour faciliter la vie aux entreprises locales. Mais quand vous parlez du partenariat public-privé qui devrait être régi par une loi, c'est vrai, mais pratiquement tous les candidats l'ont dit. On ne peut pas. Vous parlez comme si le partenariat public-privé exclut les entreprises locales. Non, pas du tout. Le partenariat public-privé ne fait pas venir forcément des gens de l'extérieur, pas forcément des gens de la Chine ou de l'Europe, des États-Unis. Non. Et il y a des entreprises locales qui peuvent bénéficier du partenariat public-privé et prospérer. Donc moi, je ne veux pas être... constat à la date d'aujourd'hui. Oui, mais ça c'est... On a parlé de rupture, n'est-ce pas? À la date d'aujourd'hui. Donc il faut... On est dans un changement. C'est vrai que c'est un concept. Mais moi, je veux espérer. Je veux espérer pour le prochain président. Je veux lui demander de faire l'essentiel. Puisque il n'est pas un inconnu dans le milieu. Il sait très bien comment les marchés se passent. Il sait très bien quels sont les défis économiques de notre pays. Donc le partenariat public-privé, c'est quoi? C'est simplement pour empêcher l'État de continuer à faire certaines choses. L'État, par exemple, ne peut pas continuer à vendre de l'énergie électrique qu'il ne produit pas. L'État ne peut plus continuer à investir dans les stades, par exemple, dans le domaine du sport. Des privés peuvent venir investir dans le sport et développer le sport. L'État ne peut pas continuer à vendre du coton, par exemple. On peut mettre le privé. Moi, c'est l'esprit que je vois dans le partenariat public-privé. Donner la possibilité à l'État d'assurer son rôle régalien, donc le rôle qu'il a, n'est-ce pas, de régler les questions de gestion au quotidien, le rôle de l'État qui est de protéger les citoyens et tout le reste. L'État continue à assumer ce rôle et pendant ce temps, sur des questions d'investissement, il fait un partenariat avec le privé qui sait où se trouvent les opportunités, qui a les moyens d'investir à travers les banques, comme vous l'avez dit. Mais tout ça, ça impulse le développement. Donc moi, j'encourage plutôt le partenariat public-privé. Parce que sur ça, si on crée les entreprises, si les entreprises se développent, mais on va créer des emplois. La jeunesse va être utilisée à faire des tâches auxquelles elle n'est pas soumise. Forcément, je parle de la jeunesse. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous pensez que le président Talon doit faire attention en parlant de la dette intérieure. Non, il faut redonner espoir aux entreprises. Vous savez très bien que sur les 10 dernières années, l'État a méconnu sa signature sur beaucoup de choses. Ça discrédite un pays. Et lorsque le pays est discrédité, vous pensez que les gens vont venir de l'extérieur pour investir dans un environnement qui n'est pas sécurisé? Non. Et donc, le partenariat public-privé, c'est une chance de développement pour le Bénin. Il ne faudrait pas oublier ça. Et il faudrait, n'est-ce pas, encourager le président à voir au niveau de l'Assemblée nationale qu'on aille très vite sur cette loi qui institue le partenariat public-privé et que les conditions soient requises pour que ça ne soit pas un problème pour le Bénin. Ça peut être prévu dans la législation, dans les lois. Donc, quand on a fait ce diagnostic-là, on peut quand même se dire que nous avons la possibilité d'expérimenter une nouvelle forme de gouvernance. Nous sommes au début de cette nouvelle forme de gouvernance, mais on fera le point dans 5 ans, puisque le président... On ne fera pas le point dans 5 ans. On fera le point dans 5 ans, Il faut que par mois, on ne peut plus aller à 5 ans pour faire le point. Non, quand je dis on fait le point dans 5 ans, ça veut dire quoi? Dans 5 ans, on a une autre élection, d'accord? Et le peuple béninois a les moyens, n'est-ce pas, de s'exprimer sur la qualité de la gouvernance qu'il a connue sur les 5 ans. C'est vrai qu'à partir de 2019, on a les élections, 2019, 2020, 2021. Donc le peuple détient la possibilité pour lui de s'exprimer sur la forme de gouvernance proposée. Mais si on a un projet de société, si on a des réformes à faire, si on a une vision à faire, il faut laisser la vision s'établir et puis après on tire les conclusions. Je souhaite que nous puissions vendre l'espoir au peuple béninois. C'est important. De l'autre côté, ils sont nombreux, ces Béninois bénéficiaires de bourses étrangères qui se frottent les mains lorsque le maître mot, c'est désormais la compétence, la valorisation du savoir-faire. Comment voyez-vous l'usage qu'on pourra faire de cette tête pensante? Parce qu'hier, quand on revient avec une tête bien faite, ce n'est pas évident qu'on soit bien accueilli. La donne pourrait changer dans les prochains jours? Non, je ne sais pas exactement. Vous savez, il y a des critères sur lesquels nos responsables politiques ou administratifs font la promotion des uns des autres. Dans ce pays, on a parlé d'avancement au mérite à une certaine époque, mais vous avez constaté vous-même que le mérite ne se célèbre plus, ou n'a pas été célébré il y a quelques années. Donc là encore, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que moi je fais confiance au génie béninois. J'ai la certitude que dans notre pays,
il y a des compétences. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on parle même d'audit international, c'est aussi des nationaux qu'on retrouve à des responsabilités élevées à ce niveau-là. Donc si vous ne faites pas confiance à un cadre, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Et donc lorsque vous avez quelqu'un qui sait qu'il ne mérite pas la position que vous lui donnez, vous comprenez très bien que vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. C'est des cadres malléables et corvéables à loisir. Mais si vous êtes conscient de votre compétence et de votre savoir-faire, vous pouvez donc vous imposer à votre responsable hiérarchique ou lui démontrer ce qu'il doit faire normalement parce que vous êtes spécialiste de ce domaine. Donc pour moi, il faut faire confiance aux uns aux autres. Leur confier une responsabilité, leur confier un cahier de charge, faire des évaluations régulières sur les missions assignées à chacun. Et après, on tire des conclusions. Si vous n'êtes pas compétent vous-même, vous savez que vous n'êtes pas compétent. Donc, il n'y a personne d'autre pour venir vous dire que vous n'êtes pas compétent. Si vous devez conclure avant que je laisse la parole Alors, si je dois conclure, c'est quoi? C'est que notre pays, le Bénin, a tourné une page essentielle de sa vie politique, sa vie démocratique. Nous devons nous mettre à souhaiter tout le meilleur à la nouvelle gouvernance. En même temps, être là pour dire les choses si elles ne marchent pas, parce que nous n'allons pas faire comme les politiques. Les politiques nous ont dirigés depuis l'indépendance et ils n'ont pas été réalistes devant certains faits, ils n'ont pas été honnêtes, c'est le mot que je vais utiliser, devant certains faits. Ici, il s'agit simplement de dire les choses telles qu'elles sont, de dire la vérité et de féliciter ceux qui font bien et de dénoncer ceux qui font mal. Et tout ça, c'est pour le bien de notre pays. Si on est complaisant, eh bien le développement également va être complaisant avec nous. Pas de complaisance, Syria Kagomao, quel est votre mot? Mon mot de fait, c'est que s'il était permis au président Talon de travailler avant le 6 avril, qui convoque en urgence une table ronde des acteurs de territoire. Une table ronde des acteurs de territoire, ça peut réunir tous les spécialistes sur des questions de l'énergie, les questions de l'eau, les questions de l'habitat, les questions, on n'a pas de code de l'urbanisme actuellement, on a une réglementation et autres. Il faut on peut aussi compter pour, s'agissant des participants à cette table ronde, des économistes, des géographes, des sociologues, c'est-à-dire convoquer une table des acteurs du territoire pour qu'on l'aide à déblayer le terrain afin d'abord de lui permettre de repenser un programme cohérent au bénéfice des Béninois pour que, comme tout le monde le souhaite, qu'on permette aux Béninois de savoir qu'en réalité, nous sommes dans un pays qui peut s'auto-développer sans trop tendre la main, parce que notre faiblesse est là. Le fait qu'on tend moins de choses, on tend la main aux partenaires techniques financiers, ça fait qu'on est régulièrement faible. J'espère bien qu'avec le président Talon, même si nous allons continuer par tendre la main, le bailleur aussi saura qu'il a affaire à des gens très intelligents. L'indépendance dans les faits, donc. Pour son mandat. Voilà. Oui, l'indépendance dans les faits, c'est bien possible si on s'accroche et on travaille convenablement. Donc, Lama Balo, Syria Kagombaon, merci bien d'avoir été des nôtres 100% Bénin. Le numéro du jour, bientôt conjugué au passé, ce sera sur cette pensée de la romancière Nora Roberts. Si vous ne courez pas après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Et si vous ne faites pas un pas en avant, vous resterez toujours au même endroit. Sachez donc aller de l'avant. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À demain pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours sur le même plateau, la même fréquence, Sika TV.